ici, là, j'ai récolté. 4 choses aujourd'hui. Nous sommes le 23 mai 2025. On va parler désherbage, on va parler ravageurs du sol, mais également ravageurs aériens. Et on va parler également de flux de fertilité, gérer les flux de fertilité au potager, c'est-à-dire comment comprendre les plantes pour travailler avec elles le mieux possible et avoir de bons rendements. Voilà le programme. Parlons des mauvaises herbes. Donc déjà, vous remarquez que je suis en pleine session là, de désherbage des Alliacées. Les Alliacées sont connus pour être compliqués à gérer au niveau du désherbage, parce que déjà, vous remarquez que sur ces plants d'ail, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ail, voici à quoi ressemble un ail. Chez moi, donc dans mon jardin, c'est ce que j'appelle un ail. Et vous remarquez que c'est un feuillage très élégant, très élancé et très peu dense finalement, comparé à un navet que l'on a ici. Et bien finalement, si vous remarquez bien, la différence est notable au niveau de ces plantes, donc de la famille des Alliacées. Donc c'est de même pour ce qu'on appelle les échalotes. Voilà, ça c'est un plant d'échalote. Alors vous voyez, hein, une belle bulbaison. Alors les feuilles séchées qui sont ici, on va pouvoir en reparler, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais en reparler. Au niveau du gestion des herbages, vous remarquez déjà plusieurs choses. Déjà que je suis en plein désherbage manuel, parce qu'ici je ne peux plus passer d'outils. En fait, le problème avec les Alliacées, c'est qu'elles ont un stade d'intervention, on va dire, avec des outils. On aura une fenêtre de tir où l'on pourra passer avec notre outil pour travailler la terre et la désherber, qui est relativement courte. Je m'explique. Lorsque l'on plante nos plants d'échalotes, nos plants d'ail, ils mettent environ 2 à 3 semaines, en fonction de la température du sol, à sortir. Ça, c'est un avantage, parce que pendant ce temps-là, pendant ces 2 à 3 semaines, on peut passer nos désherbeurs, voilà, nos binettes, ou alors même sarcloirs. Et tout se désherbe sans tracas. Maintenant, je suis arrivé à un stade, vous le voyez, où les plantes sont ce qu'on appelle bientôt à maturité. Dans 1 mois et demi, 2 mois, tout ça, ça bouge, et on est plutôt sur la fin du cycle, parce que ce sont des cultures de printemps, c'est plutôt une plantation en fin d'hiver. J'ai planté ces ails mi-février, on est encore en hiver en soi. Et j'ai planté ces échalotes, pareil, dans les mêmes eaux, mi-février. Ces ails qui sont peu couvrants, qui sont plantés dans des périodes de l'année, finalement, encore en hiver, où il y a peu de pousses, et ben on obtient en finale un résultat pas très terrible au niveau agronomique, c'est-à-dire qu'on est obligé de venir faire des désherbages à la main, parce qu'on a des herbes qui, par exemple ça c'est de la bourrache, vous le voyez, qui germent en fait bien plus tard dans le printemps, soit ces bourraches-là ont germé 1 mois et demi après plantation. J'ai pris un petit panel d'herbes pour vous montrer. Ici, on a, vous connaissez très bien le nom de cette plante que j'afficherai à l'écran parce que j'ai oublié malheureusement à vérifier. Vous voyez, ce sont également des plantes donc par rhizome qui fonctionnent et qui finalement font ensuite des fleurs et pour se multiplier. Et pareil, même traitement, ça germe plutôt au printemps avec des températures chaudes. Le traditionnel régras, lui, germe plutôt à l'automne, mais également au printemps. Le régras de printemps, on sème les escourgeons, en gros l'orge quoi, l'orge de printemps, plutôt au mois de mars. Et donc ça a plutôt tendance à germer au mois de mars, soit à peu près 2-3 semaines après plantation de nos ail et échalotes. Et ici on a des kénopodes, traditionnels kénopodes, c'est extrêmement connu parce que tout le monde en a, c'est très énervant. Ça fait une racine un peu compliquée à désherber à la main comme ça. Et ça pousse très vite, très fort. D'un coup d'un seul, on se retrouve avec un champ de kénopodes dû à un excès de fumier en général. Et donc toutes ces plantes germent en gros entre 2 et 3 semaines après la plantation. Alors, je vais pas parler des plantes en plus, hein, comme le mouron. J'ai énormément de mourons cette année, on va reparler pourquoi. Et donc, toutes ces plantes-là, je ne peux pas les désherber manuellement. On passe au deuxième point maintenant. La particularité de ces plantes à pousser. Si un jardinier vous dit, moi, les herbes, je les enlève toutes, et j'ai un jardin nickel au cordeau, et finalement, il a rien compris au jardinage. Parce que c'est justement dans les herbes que, comme j'aime le dire, on peut lire son sol. C'est-à-dire que le sol, lui, ne te parlera jamais, mais par les plantes qui poussent spontanément, naturellement qui germent par nos activités, nos pratiques, on arrive à détecter finalement si l'on est dans un cercle plutôt positif ou négatif. Alors positif et négatif au sens amélioration de la terre, construction de la terre et développement de cette dernière pour qu'elle ait de meilleures propriétés agronomiques, c'est-à-dire par exemple un meilleur drainage, une meilleure rétention d'eau, donc tout ça passe par la matière organique que l'on met grâce au fumier, mais également les caractéristiques chimiques, notamment finalement les amendements qu'il y a dans cette terre, le NPK quoi, tous les oligo-éléments qui permettent de faire pousser nos plantes. Et on remarque donc ici des plantes qui sont plutôt ce que j'appelle nitrophiles. C'est-à-dire que ce sont des plantes, notamment la kénopode, qui aiment pousser dans les, on va dire, dans les bains d'azote. Vous l'avez compris, l'idée, c'est qu'elle aime pousser dans les sols plutôt bien enrichis en azote. Le mouron, ça c'est souvent dû aux excès de fumier également. Et je vous ai pas parlé de cette plante, c'est ce qu'on appelle du bouton d'or par chez moi, voilà. Donc ce sont les fleurs qui sont caractéristiques, fleurs jaunes,
Voilà, très belle, mais attention, la plante est mortelle. Pareil, pousse plutôt dans des sols assez riches, mais avec des excès au niveau de la compaction. On n'a pas des compactions, on n'a pas une porosité idéale. Excusez-moi des termes, il faut être agronomiquement correct. Et la bourrage par chez moi, c'est juste parce que j'avais mis un plan de bourrage. D'ailleurs, je ne vous recommande pas de la mettre de la bourrage dans votre jardin parce que c'est très envahissant. Et on a également, je vous l'ai pas dit, justement, ce sont... Alors attendez, je retrouve la plante. Voilà, elle est là. Que je vous ai parlé tout à l'heure. Celle-ci également pousse dans les sols plutôt riches. Voilà, donc je vous laisse l'inflorescence en image. Elle est très connue, hein. C'est une plante connue, voilà, qui pousse dans les sols riches. Tout ça indique un excès de fumier potentiel. Et qui plus est, j'ai mis des échalotes et des ailles. Ce qui est plutôt déconseillé car ça favorise en général la pourriture grise du bulbe et ça favorise également la fragilité de la plante. Et c'est pour ça, transition toute trouvée, que l'on va parler maintenant des ravageurs aériens et des ravageurs du sol. Cette année, j'ai planté mes échalotes et mes ailles assez tôt et j'ai pas du tout eu de mineuse pour certaines cultures. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu quand même des mineuses pour les échalotes qui sont vraiment, mais vraiment sensibles. Alors c'est pour ça que l'échalote, je pense que c'est pour ça que l'échalote de tradition est extrêmement chère, parce que vous le voyez pas, mais c'est vraiment, quand vous êtes dans une région assez sensible à la mineuse du poireau, des mouches, tout ça, du nord, et forcément, vous avez des plantes qui ont tendance à être impactées, et si vous sélectionnez pas les bonnes variétés, voilà ce qui se passe. On a un plant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a tendance à sécher plus tôt, parce qu'on a des piqûres d'insectes qui sont venus en fait consommer l'énergie qu'il y avait dans le bulbe. Donc on aura des bulbes moins gros, moins facilement conservables parce qu'ils auront moins été jusqu'au bout de leur cycle. Et donc voilà quoi, ça cause des problèmes. Vous voyez, le champ n'est pas si vert que ça. Je pense que cette année, les échalotes, c'est plutôt loupé. Bon, c'est à relativiser parce que là, il est plutôt beau. Et en tout cas, tout ça, ça révèle que le sol n'est pas encore très organisé parce que il y a des déséquilibres au niveau des flux de fertilité. Voilà, transition toute trouvée pour passer à la quatrième partie que je voulais vous aborder. Les flux de fertilité ici ne sont pas très bien gérés, j'ai envie de dire, parce que l'on a vraiment un sol qui est encore assez balbutiement, c'est-à-dire que là, je suis venu mettre du fumier et également du compost maison. Il y a eu les restes de plantes, les restes de végétaux, et finalement un travail de sol en excès fait énormément pousser les mauvaises herbes, parce qu'elles sont finalement alimentées, et elles ont des cultures peu poussantes, les échalotes, les oignons, peu couvrantes, donc elles ont finalement le gîte et le couvert. Et elles se donnent à fond, et c'est ce qui cause tous ces désherbages en masse que je dois faire. Mais bon, d'un autre côté, tout ça, ça révèle également que le flux de fertilité est mal géré au niveau de la culture, dans le sens où si toutes ces plantes ont poussé, toutes ces plantes au sens mauvaise herbe, ont poussé et que j'ai finalement une belle culture d'ail, et au niveau végétation, je parle, une belle culture, c'est pas de la culture ratée quand même, c'est une culture plutôt correcte. Pareil pour les échalotes, au début elles étaient belles, mais elles sont ensuite devenues un peu moisies avec les insectes. Ça veut dire qu'on avait quand même de la réserve dans la terre. Et toute cette réserve qui a été pompée par les mauvaises herbes, finalement c'est quelque chose que l'on a sauvegarder, c'est du patrimoine que l'on a sauvé, parce que tous ces engrais qu'il y avait dedans, tous ces fumiers, tous ces éléments nutritifs qui étaient apportés au cours des interventions précédentes, humainement, par moi, elles ont été conservées par ces herbes. Et peut-être que c'est même ça, et je suis sûr que c'est ça, qui a causé autant de levées, en fait, de dormance de graines, parce que les graines réagissent à la lumière, aux conditions dont elles sont posées dans la terre, mais également aux flux de fertilité, comment on gère les flux de fertilité. Pour cela, et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à faire ce que j'appelle un test, qui est très essentiel en agriculture, mais pas que. Au potager, c'est vraiment essentiel de faire des tests chaque année, constamment être en test. C'est de venir faire une parcelle, vous mettez une parcelle, vous la retournez complètement, une parcelle sans travail du sol du tout, et une parcelle où vous mettez en gros des engrais à balles, c'est-à-dire que vous mettez plein de fumier, plein de compost, plein d'engrais pour que ça pulse dedans, et vous mettez les mêmes cultures, et vous allez voir des dynamiques de mauvaises herbes, de levée de mauvaises herbes, parce que personne n'en parle de ça, et je ne sais pas pourquoi, je suis obligé d'en parler alors que je n'ai que 1000 abonnés sur cette chaîne, ce qui est aberrant, et vraiment, les herbes que vous voyez sont influencées également par ce que vous mettez. C'est-à-dire que cette bourrache ici a peut-être estimé qu'il y avait de bonnes conditions, on va dire de sol, pour finalement qu'elle croisse correctement et qu'elle puisse arriver à graines correctement. Alors là, vous voyez, c'est un tournesol. Vous voyez un peu la vigueur du tournesol. Et en dessous, j'ai des choux. Et bizarrement, vous le voyez,
les choux au pied du tournesol sont un peu plus petits en taille, comparé à ceux du fond, et parce que les plantes, elles, consomment également. Donc là, vous voyez, ce tournesol est peut-être de trop, et vous voyez, je l'ai laissé volontairement pour voir un peu comment ça allait gérer les flux de fertilité, tout ça. Et finalement, vous voyez, il est peut-être de trop. Donc peut-être que là, on a réussi à atteindre l'équilibre. L'équilibre au sens, les flux de fertilité sont bien gérés. Maintenant, ici, j'avais énormément d'herbes et mes échalotes, mon ail, bon, certes, pour les échalotes, on pris la mineuse, c'est un facteur externe qui n'a rien à voir, mais elles ont plutôt bien poussé. Après, ce sont des aliacées qui ne sont pas très gourmandes, je veux dire, au sens où elles peuvent pousser dans des terres où il n'y a pas beaucoup d'azote. D'ailleurs, c'est même recommandé. Mais quand même, ça n'explique pas que le fait que j'ai aussi des bourraches, des betteraves, excusez-moi. Regardez ça. Des betteraves qui poussent et qui ont vraiment des belles feuilles, bien vertes. Comparées, limite même, elles sont plus belles, alors qu'elles sont dans une culture, je vous rappelle. Ce sont des betteraves opportunistes. Elles sont plus belles, ici, que dans la petite zone, le petit patchwork que j'ai semé, parce qu'ici, on trouve en fait déjà des taches de carence, vous voyez. Des carences en... Ça, c'est plutôt du phosphore. Donc, vous voyez, il y a l'air d'avoir des carences ici. C'est pas normal que la betterave soit avec un feuillage aussi rouge en début de croissance. Elle devrait plutôt avoir un feuillage vert foncé, voire même, voilà quoi, bien alimenté. Vous le voyez que là, ici, il y a visiblement, c'était peut-être une zone favorable à la levée de dormance de la graine de betterave. Et elle a saisi l'opportunité, elle a germé, et effectivement, elle a l'air de bien pousser. Alors qu'ici, c'est du semi-spontané, vous voyez, il n'a pas spontanément levé, il n'y a pas eu de levée de dormance spontanée de la betterave, et vous voyez que, finalement, c'est peut-être pas pour rien, parce que on n'a pas les plus belles betteraves. Donc vous voyez, parfois là, en fait, le truc à comprendre avec la permaculture, c'est que les gens disent, tout va se réguler tout seul. Et c'est vrai. Pour regarder dans une forêt, tout se régule tout seul, il n'y a pas besoin de l'homme. Mais encore une fois, il faut comprendre que dans un potager, il y a également une régulation. Ce coucher de soleil est magnifique. Très belle ambiance pour cette fin de vidéo. Et il faut vraiment comprendre cela. Les flux de fertilité sont vraiment impactés par la main de l'homme, positivement ou négativement. Vous voyez là par exemple, j'ai mis un excès de fumier dans cette parcelle d'ail et d'oignon. Et je le sais que pour l'année prochaine, je mettrai moins. Ça permettrait également d'avoir une appétence peut-être pour les mouches, pour les ravageurs, moindre pour ces échalotes. Peut-être, vous voyez, ce sont tous des essais comme ça à faire au fur et à mesure des années, et c'est pour ça que l'on dit que toi tu réussis tout. Ah oui, mais moi j'expérimente tout. Je veux dire par là, je ne laisse rien au hasard, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, tout ce que l'on peut contrôler en tant que jardinier, il faut prendre cette carte et la contrôler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, je peux mettre du fumier, je peux choisir le grammage. En théorie, je pourrais même choisir à l'unité près, c'est-à-dire au gramme près, dans la terre, où je veux positionner mon enrichissement pour avoir le plus beau bulbe, la plus belle récolte. Donc vous voyez, en tant que jardinier, il y a des cartes qu'on ne peut pas maîtriser. L'eau, on ne peut pas la maîtriser, le soleil également. Le sol dans lequel on jardine, on ne peut pas le maîtriser. Quoique, si on a beaucoup d'argent, on peut choisir la parcelle, mais encore une fois, on ne peut pas choisir, la réaction face à nos pratiques. Tout ça, ce sont des facteurs externes qui font que forcément le potager aura toujours une espèce d'ambiance un peu, on va dire, d'expérience, vous voyez, et un petit côté d'ailleurs excitant, c'est ça que j'aime bien dans le jardin. Je plante, mais je suis pas sûr de récolter, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je suis pas sûr de récolter le plus petit légume, vous voyez? J'espère toujours récolter, et dans le meilleur, c'est-à-dire que j'espère toujours avoir les plus gros légumes, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, il y a un petit côté d'aventure, il y a un petit côté stimulant pour l'homme. Enfin bref, ça c'est plutôt du côté des sentiments. Mais du côté de la carte, de ce que j'aime bien raisonner en carte, c'est-à-dire combien de cartes as-tu dans ta poche pour justement déclencher des interventions au bon moment. En fait, le jardinier ne vient pas tout contrôler. Il vient juste, j'aime bien dire comme ça, placer des cartes au bon moment, au bon stade, pour son légume. C'est-à-dire par exemple, il place une carte à plantation au mois de février pour son ail, parce qu'il sait que c'est une période propice au développement, voilà, il sait qu'il y aura peut-être de meilleures pousses, un meilleur bulbe, car le bulbe aura subi du froid. Bon, bref, ça c'est des choses que l'on expérimente avec le temps et que l'on gagne surtout avec le temps. Et vous voyez toutes ces cartes en main, au fur et à mesure vous gagnez des cartes parce que vous expérimentez et vous ratez, et au fur et à mesure des années vous devenez de plus en plus calé dans le domaine, c'est-à-dire que vous gagnez en compétences et vous savez un peu devenir maître de culture, c'est-à-dire que vous savez gérer une culture de A à Z. D'abord, ça sera, vous voyez, les ails, puis ensuite, ce sera les échalotes peut-être, puis les choux, puis les laitues, et puis au fur et à mesure, le temps passe, et vous avez gagné de l'expérience, mais vous avez aussi pris quelques rides. Et c'est pour ça que les anciens jardiniers ont toujours un super niveau et un jardin nickel. Mais voilà quoi, vous voyez là par exemple, l'enseignement à tirer.
dans cette parcelle, c'est que la lecture du sol est vraiment essentielle. Le mec qui vient et qui désherbe comme ça sans réfléchir, il a rien compris, j'ai envie de dire. Parce que autant profiter de cet inconvénient pour en espérer tirer une leçon. Là, ma leçon, c'est que j'ai mis trop d'engrais azotés et j'ai peut-être fait un travail du sol inadapté. Et une plantation un peu trop tôt. Vous voyez, tous ces facteurs font que je gagne encore des cartes dans ma poche, imaginaire, fictive. Je gagne une carte fictive pour savoir, là, donc l'année prochaine, l'année d'après, les futures années, quoi, comment déclencher mes traitements, mes interventions, mes plantations, ma fumure, comment la gérer les flux de fertilité, gérer au mieux les désherbages, pour que, avec le moins de temps, parce qu'au fur et à mesure on gagne dans l'expérience, donc on peut diminuer le temps que l'on passe au potager, et augmenter les rendements. Et celui qui commence, qui débute, il va voir ça, du jardinier confirmé, ou des autres jardiniers de manière générale, et il va dire, ouais mais toi tu passes 30 minutes, et t'as des résultats 10 fois mieux que moi. Mais c'est normal, encore heureux. Ça fait 10 ans que tu fais du jardin. Enfin bref, voilà pourquoi je vois mes herbes comme un allié cette saison avec les échalotes. Vous voyez que je commence à gagner en expérience, excusez-moi, avec les oignons. Parce que vous voyez que là, pour l'instant, la bulbaison est en cours et on a vraiment de beaux calibres. Vous voyez, là on est au mois de mai, je vous rappelle. Donc on a un potentiel de rendement sur cette parcelle que je découvrirai uniquement à la fin. Et je vous révélerai ma méthode pour cette saison, encore une fois, de comment j'ai fait, le pourquoi du comment. Voilà comment on gagne en expérience. Vous voyez, là par exemple, il y a également un enseignement, on tire avec les betteraves. Ici, j'ai eu la main lourde avec les amendements et elles poussent mieux. Donc vous voyez, je sais que l'année prochaine, les betteraves, en plus je le sais, c'est une culture extrêmement exigeante et c'est une culture qui tire dans la terre. Et vous voyez, voilà, j'ai voulu faire des économies, de temps peut-être, ou de fumier, enfin je ne sais pas comment je me suis débrouillé, pourtant je me souviens avoir mis du fumier ici. Et vous voyez, j'ai quand même du petit légume, donc finalement, qu'est-ce que l'on peut tirer également de ça? C'est que finalement la vie veut que je continue de progresser. Et c'est peut-être un rappel, je ne sais pas, mais pour vraiment m'inciter à la compréhension. C'est-à-dire que là, je peux dire, ouais, mais j'ai tout raté. Et puis, c'est tout. Le temps passe, et j'aurai rien acquis en compétences. Faut vraiment voir le jardin comme votre meilleur outil pour progresser. Et, vous le voyez, vous le voyez avec les années, on obtient des trucs intéressants. Vous voyez, là, par exemple, les pommiers, j'ai vraiment de belles vigueurs de départ, avec des arbres protégés. Enfin, vous le voyez, protégés au sens puceron. Pour ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi il y a des coccinelles. Pourquoi je vous montre des coccinelles. Vous voyez, je commence à gagner en expérience au niveau des courges, avec les bâches, tout ça. Enfin bref, on en reparle. Là, ici, j'ai plutôt bien géré ma culture. Mais vous voyez ici, ma culture d'épinards, elle monte en graines. Donc c'est mitigé quoi le bilan, parce qu'on n'a pas de la grosse feuille. Donc vous voyez, j'ai toujours des enseignements à tirer, des choses à prendre pour moi. Vous voyez, là, la structure de pois, même si elle est belle, ça fait des belles fleurs, ça rayonne vraiment bien avec la météo. Mais vous voyez, derrière ça cache un enseignement. Il n'y a pas que les belles choses dans la vie. Il faut savoir se dire, ok, je me pose et je réfléchis 2 minutes sur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas avancé. Là, par exemple, ces pucerons, là, vous le voyez, hop, sur les fèves, c'est pas le meilleur des dilemmes à avoir. Enfin bref, c'était une longue discussion avec vous. J'en en ferai que quelques-unes comme ça sur la chaîne. Si vous aimez bien, dites-le moi en commentaire, parce que ça me prend pas mal de temps à vous expliquer, à chercher mes mots. Enfin, vous le voyez, j'ai un peu de mal, parce que c'est quelque chose, pour moi c'est évident, mais à retransmettre en fait à la caméra comme ça, c'est un peu délicat. Donc dites-le moi si vous aimez bien, je peux vous le retransmettre et gagner en expérience d'ailleurs sur ça aussi. Mais si je peux m'en passer, voilà quoi. Passez votre chemin, allez voir les vidéos du potager d'Olivier et de Goran le permaculteur qui va vous expliquer comment planter votre tomate tuto en 5 minutes. Moi c'est pas cette philosophie que j'adopte, c'est une philosophie qu'ils adoptent par conviction. Moi je suis plutôt de l'ordre du ok, il faut que tu comprennes, parce que si tu veux pas répéter les mêmes erreurs l'année prochaine avec tes échalotes, t'as intérêt à comprendre mon grand. Voilà, c'est fini pour moi. 20 minutes d'explication sur 4 points, je vous rappelle. La compréhension du vivant, gestion des flux de fertilité, gestion maladies, ravageurs et maladies aériennes, mais également dans le sol, et gestion du désherbage. Tout ça, ce sont des sujets maintenant sur lesquels vous pouvez travailler. Je vous ai donné que des éléments de base, là, des petits éléments de départ. C'est vraiment ce que j'appelle l'étincelle qui va faire flamber le feu. Et il faut vraiment là si vous avez vraiment beaucoup de problèmes, il faut vraiment que vous vous posez, que vous compreniez un peu comment vous gérez votre culture en fait. Vos cultures, comment vous les gérez et pourquoi ça ne va pas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À bientôt. Par contre non, petit bonus.
vais quand même vous montrer ça. Là, en ce moment, le compost, il est vraiment bien plein. Alors pourquoi je parle de compost? Parce que, hop, il est plein et j'ai beaucoup d'herbes. Et toutes ces herbes me tirent un enseignement, c'est que, d'un côté, voilà, d'un côté, j'ai perdu en culture, mais la vie me laisse une autre chance. La vie te laisse toujours une autre chance. Sauf quand tu n'es plus en vie. Mais la vie te laisse toujours une autre chance. Donc saisis-la quand tu es encore en vie. Là, tu vois, elle m'a dit, ok, peut-être que tu as loupé ta culture, mais tu vois, toutes ces herbes, c'est autant de fertilité que tu peux balancer dans ton compost et retrouver l'année prochaine, les autres années, ça revient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du perdu, en fait. J'ai encore de la matière organique que je peux mettre dans mon compost, au sens où je pourrais encore développer encore mieux ma terre, et je pourrais mieux gérer mes flux de fertilité l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu subtil, hein, peut-être, pour certains, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser ces questions-là dans la vie, ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. À bientôt.